Bonjour. Bon, nous avions rendez-vous à 18 heures. Il est 18 heures. Ah, il y a quelqu'un déjà. Vincent Lionel, Abdel Ali, Mugiwaran. D'où est-ce que vous venez? Alors, Mustapha, Assia, Kamel Shrimi. Bonsoir. Salut Aziz, Pierre-François Chauveau. Bonsoir. Myriam. Bonjour de Montréal. Tabarnak. Tabarnak. Moha Zaz. Bonjour. William Trapp. Antonio Paliti. Buonasera. Gérald Maurice, etc. Mustapha Yetefti. William Trapp. Ça me dit quelque chose, William Trapp. Mohamed Adki, peut-être c'est un nouvel ami, non? Lila Sid. Bonjour de Grenoble. Vincenti Lionel. Fatima Ben Ali, bonsoir. Maki Deleter, Emmanuel, Ali, Mohamed Oufkir, vieille connaissance, Mohamed Oufkir. Christina Stellens, Boulachour, Maki Deleter, de Nevers. Alors, exactement, je suis en place. Anwar, Lamouli, Moha, Chakour. Bon, eh ben, il y a du monde, c'est bien, c'est sympathique. C'est une belle journée aujourd'hui, enfin en tout cas à Paris. Bon, donc je vous ai proposé un direct. Bonsoir Alain Page. Sylvain Romano. Il sera aussi injuste que les autres. Bon, ben, je vais essayer de répondre à cette remarque. J'espère. Bon, donc hier, comment il s'appelle? Mélenchon. Il a vécu son jour de gloire, enfin un de ses jours de gloire, parce qu'il espère d'autres. Mais moi, j'ai envie de dégonfler le mythe Mélenchon, la baudruche Mélenchon, l'arnaque Mélenchon. En fait, je n'ai rien contre lui personnellement. C'est-à-dire, c'est pas que je tape sur lui pour privilégier d'autres. D'accord? Moi, je vais essayer de montrer, je mets tous les hommes politiques dans le même panier. Voilà. Sauf que le problème avec Mélenchon, c'est qu'il est là pour des raisons précises et je vais essayer de le montrer. C'est-à-dire pour que les gens continuent à croire dans le système. Voilà. En leur faisant miroiter une perspective, c'est-à-dire une fausse perspective. Mélenchon, pour moi, enfin, comme tout homme politique, il n'y a que le pouvoir qui l'intéresse. Voilà. Évidemment, aucun homme politique ne va venir vous dire donnez-moi le pouvoir parce que j'ai envie d'être président, parce que le pouvoir m'intéresse. J'aime commander. J'adore commander. Non. Il va dire moi, je vais appliquer les règles de justice, je vais combattre la corruption, je vais combattre le chômage, je vais combattre les multinationales. Enfin, vous connaissez le baratin, c'est habituel, etc. Bon. D'ailleurs, je peux vous faire remarquer une chose. Depuis 50 ans, il y a des campagnes électorales. Bon. Et ils promettent beaucoup de choses, n'est-ce pas? Il y a des programmes, des lettres, etc. Est-ce que la situation s'est améliorée depuis 50 ans? Bon.
pas vraiment. J'ai choisi une affiche parce que elle m'a paru, c'est là la technique de l'homme politique. Mélenchon est très malin et les gens qui voient l'affiche sont un petit peu, bon, je vais pas dire un gros mot, disons un peu naïfs, voilà. Parce qu'en fait, que dit l'affiche? Et je suis très content de l'avoir retrouvée parce que je me souviens de cette affiche depuis 2012. Que dit cette affiche? Mélenchon s'adresse aux électeurs en leur disant « Prenez le pouvoir ». C'est bidon. C'est bidon. Et il le sait. Parce que qu'est-ce qu'ils vont prendre comme pouvoir les électeurs? Le seul pouvoir qu'ils ont, c'est de mettre un bulletin dans l'urne et basta. C'est fini pour eux. Vous savez, l'électeur, c'est le dindon de la farce. C'est-à-dire, il met un bulletin tous les 5 ans et basta, ça y est, c'est fini. Hein, et il peut plus rien faire. Vous savez, par exemple, Hollande, il était impopulaire à 90%. Mais comme Macron, probablement, dans 2 ans, il sera impopulaire à 80%. Enfin bon. Mais ça change rien à la chose. C'est-à-dire, ah ben, vous l'avez élu pour 5 ans. Hein. Il faut le tenir 5 ans. Vous vous souvenez qu'en Égypte, ça c'est la règle valable pour les bons Européens, blancs, civilisés, qui appliquent les règles de la démocratie. Par contre, cette règle n'est pas valable pour les bougnoules. Enfin, vous comprenez le sens de mon expression, n'est-ce pas? Les bougnoules, par exemple en Égypte, quand Morsi a été élu, et que Morsi, c'est pas que j'ai une sympathie particulière pour Morsi, en tout cas, il a été élu démocratiquement, dans des élections libres et démocratiques. C'était la seule fois où c'est arrivé en Égypte, en 60 ans. Il se trouve que Morsi ne plaisait pas aux Américains, ne plaisait pas aux sionistes, ne plaisait pas aux Français. Alors on s'est arrangé pour lui rendre la vie difficile à l'intérieur de l'Égypte. C'est-à-dire que les prêts n'arrivaient pas. Il y avait des approvisionnements en matière alimentaire qui n'arrivaient pas. On a créé les conditions, disons, de contestation par Facebook, etc. Et donc il y a eu effectivement des millions de manifestants, je sais pas, 1 million, 2 millions de manifestants. Et évidemment, l'Europe a dit, oh là là, il est impopulaire, il faut qu'il s'en aille. Voilà. Donc, pour les bougnoules, le président élu pour 4-5 ans, il s'en va. Mais pour les bons Européens civilisés, il reste. Bien. Donc, l'affiche disait, prenez le pouvoir. En fait, ce qui veut dire, de façon inconsciente, le vrai message, comme on dit, le message subliminal, c'est-à-dire qui n'est pas dit, mais qu'on laisse entendre. C'est donnez-moi le pouvoir. Je veux le pouvoir. Parce que tout homme politique de cette envergure, il y a une chose qui l'intéresse, le pouvoir. Voilà. Évidemment, il va soigner son discours. Bon. Je vais combattre les banques, je vais combattre les multinationales, je vais combattre les dérives de l'Europe, et patati et patata. Mais, sauf que, si jamais il arrivait au pouvoir, il trahira. Parce que tout homme politique trahit. Si vous connaissez un homme politique qui a respecté son programme et que si par exemple, mettons, il avait dit je réduirai le chômage et le chômage augmente, est-ce qu'il s'en irait, par exemple? Est-ce que François Hollande, au bout de 2 ans, il dit oh là là, le chômage a augmenté de 200 000 personnes, 200 000? Est-ce que je m'en vais? Enfin, est-ce que vous connaissez un homme politique capable de dire ça? Non, bon. Donc, il va trahir. Il va trahir comme tous les hommes politiques. Un des plus grands traîtres de la vie politique française,
du XXe siècle, c'était Mitterrand. Mitterrand parce qu'il avait promis la Lune, etc. Et c'est lui qui a introduit, qui a amorcé les privatisations, qui a amorcé le déclin de la France au niveau de l'agriculture, la fermeture des sites sidérurgiques, miniers, etc., etc. Bon. Et c'est vraiment le règne de, moi je me souviens, c'était le règne de la bourse, du fric. Les gens se sont enrichis, etc. Voilà. Donc Mitterrand a trahi, mais vous savez que c'est comme Hollande. Hollande, il a trahi sur le plan social, il ne pouvait pas faire autrement. Donc il a créé le mariage homo. Mitterrand, il a créé l'antiracisme, SOS racisme, etc. pour détourner l'attention. Donc en fait, il faut savoir une chose, les hommes politiques trahissent partout. Bon, il y a des pays où ils trahissent moins, parce qu'il y a le sens de l'éthique, notamment les pays nordiques, ou le Canada où j'ai vécu, etc. Bon, mais des pays comme la France, l'Amérique, l'Angleterre, etc., je veux dire, ce sont des pays où le cynisme règne, et ce sont des pays qui ont des visées impérialistes. Vous savez, par exemple, Hollande, il a parlé de la France-Afrique, qui est un scandale, et pourtant, une fois élu président, eh ben, il a fait la même chose. Montesquieu, c'était un grand, comment on peut appeler ça? Montesquieu, il a écrit L'Esprit des lois, par exemple. C'était un grand philosophe sur le plan, et il a analysé le système juridique, judiciaire, etc. C'est lui qui a lancé, par exemple, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Et il avait dit, le pouvoir corrompt. Vous donnez du pouvoir à quelqu'un. Moi, des fois, je dis en rigolant, nommez-moi ministre d'Intérieur. En 6 mois, je deviendrai comme Manuel Valls. Si je reste. Parce qu'en fait, on s'adapte. Le pouvoir, vous savez, il y a des gens qui disent, oh là là, il a changé, il est devenu ministre, il est devenu président, il a changé. Non, il n'a pas changé. C'est le pouvoir qui l'a changé. Le fait d'exercer le pouvoir fait qu'on change. Ça veut dire, on a envie d'exercer ce pouvoir. Et le pouvoir, c'est l'ivresse du pouvoir. Vous imaginez, les gens sont, enfin, les grands comme Mitterrand, par exemple, ils ridiculisaient regardez Sarkozy, comment il ridiculisait son premier ministre. Il appelait le collabo. Mais il marche parce que il a envie de rester collabo. Et les ministres et les présidents des sociétés, etc., ils s'aplatissent devant ce président. Parce qu'ils nomment dans la justice, ils nomment les préfets, ils nomment les grands flics. Et donc, il fait peur. Enfin, les gens le craignent. Et ce pouvoir, les femmes aussi. Et donc, il y a cette espèce d'aura qui fait tourner les têtes aux gens quand ils prennent le pouvoir. Donc, les élections, en fait, c'est une pièce de théâtre qui se joue tous les 5 ans. Alors, je peux, par exemple, vous savez, aujourd'hui avec YouTube et avec les dossiers d'INA, etc., c'est assez facile de retrouver des campagnes, d'anciennes campagnes électorales. Et vous remarquerez ceci, vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, avait dit un grand, il y a très longtemps. C'est la même pièce de théâtre qui se joue. On change un petit peu. Bon, il y a 5 ans, c'était Hollande qui est sorti parce que il est sorti du chapeau, Hollande. Parce qu'en fait, c'était DSK qui devait être président. Enfin, DSK, vous connaissez l'histoire, il a eu des pépins. Bon. Hollande n'aurait jamais été président. Bon. Et donc, voilà. Mais le système, il a toujours, là, par exemple, en 2017, Macron n'était pas, je veux dire, jusqu'à 3 mois avant, 2 mois, personne n'aurait parié grand-chose sur lui. Mais voilà, le système, il a su faire tomber Fillon. Voilà, il dispose de tous les leviers, le système. Et donc, ils ont sorti Macron. Et puis, il y a les campagnes électorales,
Vous savez, moi, ça me fait rigoler, par exemple, un truc qui me fait rigoler. Il disait, oui, on veut bien, Macron, il est bien, mais on ne connaît pas son programme. Mais bande de crétins. C'est quoi un programme d'un homme politique? D'abord, est-ce qu'il le respecte? Non. Bon, il va respecter, mettons, 30%, 40%, ce qui l'arrange. Il respecte ce qui l'arrange. Mais le reste, il le respecte pas. Mais il n'en a rien à fiche. Qui c'est qui va le contrôler? Qui c'est qui va le contredire? C'est ça le truc. Donc, ils disent tous, l'éducation nationale, il faut s'en occuper. Sarkozy avait dit 0 SDF en 2 ans. Mais il peut dire ce qu'il veut. Vous savez, ce qui est terrible, c'est que les gens ont envie d'entendre. Vous savez, quand vous voulez draguer quelqu'un, bon, à l'époque, mettons, un homme draguait une femme. Aujourd'hui, bon, enfin, c'est n'importe quoi, mais bon, chacun drague comme il veut. Bon. Merci Hassan pour le compliment à propos du printemps des Saïens. On va pas lui dire, écoute, enfin bon, disons, on va pas lui dire, qu'est-ce que vous êtes bien roulé, qu'est-ce que ce serait bien de passer une nuit ensemble. Hein, vous n'avez aucune chance. Donc, vous l'emmenez voir un film, on est dans un café sympa, une balade romantique. Donc, vous créez les conditions. La femme, elle sait ce qui va se passer à la fin. L'homme, il sait ce qui va se passer. Mais il faut en passer par là. C'est-à-dire, il y a une comédie de la séduction. Il y a un jeu de la séduction. Mais ça, de tout temps, ça a existé. Et donc, si ça marche, voilà, bon, c'est tant mieux. Enfin, tant mieux pour les deux, etc. Ben, l'homme politique, c'est pareil. L'homme politique, vous savez, il y a des fils de pute comme homme politique. Je vais vous donner un exemple. Balkany, par exemple. Moi, je m'interroge toujours, je me dis, comment un gangster pareil a pu se faire élire depuis 20 ans à Levallois. Levallois est une banlieue parisienne, très chic, enfin, je veux dire, c'est des gens bien, enfin, c'est pas une banlieue du Nord avec, enfin, plein de chômeurs, de relations incestueuses, etc., et de dégénérés mentaux. Levallois est une ville vraiment riche, où il y a du beau monde et tout. Dans un livre bon, le nom m'échappe, mais c'était celui qui rêvait de devenir ministre de la Justice de Sarkozy en 2007, un grand juriste, malheureusement le nom m'échappe, et qui est président du conseil régional, conseil, je crois, du 92, enfin quelque chose comme ça, voilà. Il avait écrit un livre où il avait raconté que Balkany, il avait obligé une secrétaire, enfin obligé, en tout cas, plus ou moins, à lui faire une fellation en lui mettant un pistolet sur la tempe. Bon, peut-être que le pistolet, c'était quelque chose d'excitant. C'est écrit dans un livre d'un homme politique connu et reconnu. Et pourtant, il a écrit ce livre il y a, je crois, il y a une dizaine d'années. Est-ce que ça a empêché les électeurs? Parce que personne n'a contesté ce fait. Donc, en plus d'être gangster, parce qu'il a 3 ou 4 propriétés à Marrakech, dans les îles Maja, etc., il n'a jamais été inquiété. On a ouvert des enquêtes judiciaires. Mais vous savez, les enquêtes judiciaires, c'est à la tête du client. Quand c'est Fillon, on a envie de coincer, ça va très vite. Quand c'est Balkany qui est l'ami de Sarkozy, du système, etc., ça va très, très, très lentement. Donc, pourtant, un fait comme ça, un gangster qui oblige une secrétaire à lui faire une fellation avec un pistolet, il est réélu. Donc, et c'est ça qui est assez inquiétant de la part des citoyens. C'est-à-dire que ils sont prêts à voter presque. Voilà, quelqu'un qui vient, qui leur dit qui leur raconte du matin, comme Chirac, etc. Et comment dire, c'est comme quand on veut séduire une femme,
Elle sait très bien que ce que vous lui racontez, c'est en partie un peu vrai, en partie un peu faux, exagéré, etc. Bon, ça fait partie du jeu. Les lecteurs le savent aussi. Quand on vient, on leur dit, d'ailleurs, vous posez la question à n'importe quel citoyen français qui n'est pas atteint d'Alzheimer. Vous lui dites, est-ce que vous croyez les hommes politiques? Vous connaissez un Français normal, c'est-à-dire qui n'est pas atteint d'Alzheimer, capable de vous dire les yeux dans les yeux que les hommes politiques sont des gens qui se sacrifient pour le bien-être général, sans rien se mettre dans la poche. Hein? Non. Pourtant, ils sont là, ils attendent l'homme politique qui va venir leur dire « Je vais régler les problèmes du chômage, je vais attaquer les banques, ces salopes, l'Union européenne, oh là 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 là, les multinationales, je vais les maîtriser. » Voilà. Les gens ont envie d'entendre ça. Est-ce que vous avez vu des gens, regardez les gens, vous savez, de temps en temps, rigolez un peu, allez sur YouTube et regardez par exemple des meetings ou des programmes électoraux de 2012, de 2007, de 2002. Marrez-vous, je vous assure que c'est très drôle, même si vous regardez 5 minutes et vous vous dites, c'est exactement comme ça que ça se passe à chaque fois, et les gens marchent. Voilà. Alors, donc, la même pièce de théâtre on a assisté à une pièce de théâtre en 2017, et ils vont nous la reproduire en 2022. En fait, le système, c'est quoi? Et c'est ça l'intelligence de l'oligarchie. Jusqu'à la Révolution française, dans tous les pays, c'était des systèmes totalitaires. C'est-à-dire le roi gouvernait, plus ou moins, bon, sans tenir compte, ou très très peu de la volonté populaire. Bon. Et puis, bon, les idées libérales s'étaient développées, par exemple en France, les philosophes, l'envie de publier, l'envie d'écrire. Donc, il y avait vraiment une envie populaire. Et les universités, le développement de l'imprimerie, etc. Et il a fallu gérer tout ça. C'est-à-dire, on ne pouvait plus, comment dire, mater une société en ébullition. Donc, il fallait créer un système. Et ce système, c'est la représentation, la démocratie représentative. Et vous dites, ah oui, non, mais attendez, le peuple, la souveraineté appartient au peuple. Première blague. Mais par des élections libres, ah oui, hein, on vous dit, voilà, vous allez choisir des gens qui vous représentent librement. Mais après, le peuple n'a pas son mot à dire. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle le mandat impératif? Par exemple, au départ, on avait un député du coin. Alors, mettons, vous habitez une ville, à Troyes, mettons, vous élisez dans le quartier la Belle de Mai, enfin, j'en sais rien, vous choisissez un député. Vous élisez un député. En principe, avant, c'est-à-dire que dans l'imaginaire et les premières élections, on disait aux députés, ok, tu vas aller nous représenter, mais on te donne, voilà ce que tu vas dire, voilà pourquoi tu vas voter. D'accord? Si par exemple on doit faire la guerre à la Prusse, tu votes contre la guerre, parce que nous on n'a pas envie de la guerre. En principe, c'est comme ça que ça devrait marcher. Sauf que l'oligarchie, et c'est ça une des premières arnaques, l'oligarchie a dit le mandat impératif est interdit. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de dire aux députés, voilà comment il faut voter. C'est clair, hein, c'est interdit par la loi. C'est-à-dire, vous votez, vous élisez un député, il est socialiste, de droite, machin, mais ça y est, c'est fini, il vote comme il veut, c'est-à-dire comme le parti lui demande.
Donc, on a créé ce soi-disant, évidemment, quand on étudie le droit constitutionnel, on dit que la souveraineté du peuple, et la souveraineté appartient au peuple, elle reste aux mains du peuple, mais il la délègue. Sauf que il va mettre un bulletin et basta. Ça veut dire que pendant 5 ans, il n'a pas son mot à dire. Voilà. Il ferme sa gueule. Ah, il peut manifester. Il peut écrire, oui, enfin, dans une certaine mesure. Hein. Il peut manifester. Enfin, en général, on n'aime pas les manifestations, comment dire, désorganisées. Ça veut dire spontanées. Voilà. Donc, on préfère qu'ils manifestent avec les syndicats. C'est bien. Ou avec un parti politique, comme hier avec Mélenchon. Là, ce sont de bonnes manifestations, la télévision va parler de vous, elle va montrer les manifestants, elle va dire, voilà, il y a eu 100 000, 200 000, ils ont dit non, mais non, mais non, mais non. Bon. Ça, à quoi ça sert, ces manifestations? Ça sert à donner l'illusion qu'on peut agir. Là, par exemple, il y a des gens qui croient que le code du travail, que Macron va reculer parce qu'il y a eu 100 000 personnes ou 150 000 personnes, c'est de la rigolade. Vous savez, en Angleterre, en 2003, vous pouvez regarder, enfin c'était hallucinant, en Angleterre, il y avait des millions de manifestants, des millions, contre la guerre, contre l'Irak, pour empêcher Tony Blair de suivre George Bush en Irak. Si on avait fait un référendum, je pense qu'il y aurait eu 80% contre la guerre. Et pourtant, voilà, Tony Blair, il s'est assis dessus. Donc en fait, les manifestants, en général, parce que vous savez que pour manifester, il faut déclarer à la préfecture qui vous donne l'autorisation. Donc déjà, bon, il faut montrer patte blanche, il faut respecter certaines règles, etc. Et on peut vous dire, non, 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 on ne peut pas vous autoriser. Mais par contre, une manifestation de la CGT, c'est magnifique. Au contraire, il faut qu'il y ait une tous les 6 mois, tous les 3 mois. Parce que on canalise le ressentiment des gens. Voilà. Parce que les gens en ont marre. Ils disent, ouais, putain, le code du travail, ils se foutent de nous, et patati et patata. Alors on va dire, et là, la CGT, c'est formidable, on encadre avec des slogans et des drapeaux, et voilà. Et ça élimine une partie de l'agressivité. Alors ne pensez-vous pas que Mélenchon, tout au contraire, ne représente qu'une fausse opposition? Je vais revenir à l'opposition. Et donc, en fait, comment dire, le système a besoin de ça. À la limite, si les gens ne manifestaient pas, on les pousserait à manifester. Il faut que les gens sentent que, comment dire, qu'est-ce que vous croyez le pouvoir, la Macron? Qu'on va vous laisser faire ça comme ça? Pas du tout. On va sortir dans la rue. Bon. Et alors? Vous savez, les Grecs, prenez les Grecs par exemple. Je sais pas, est-ce que vous connaissez la condition des Grecs? Mais c'est l'horreur. L'horreur absolue. Il y a 30% de gens qui n'ont plus la sécurité sociale. Il y a 50% des retraités à qui on a réduit de moitié. Enfin, je veux dire, imaginez. Bon, ben les Grecs manifestent. Ben, très bien. Même que la télévision les montre. C'est formidable. Voilà. Vous savez, un système démocratique, enfin, de représentation, de démocratie représentative comme la nôtre, a besoin d'une opposition. Le régime Macron se frotte les mains d'avoir un Mélenchon. Se frotte les mains. Parce que il y a une opposition crédible, qui gueule, qui descend dans la rue. Et ça donne aux gens l'impression que Macron ne peut pas faire tout ce qu'il veut.
Donc on peut s'opposer. En fait, Macron, il peut faire ce qu'il veut. Il a une majorité écrasante au Parlement et il peut laisser les autres gueuler. Mais seulement, on dit, bon, voilà, on a gueulé, etc., on s'est opposé, et puis, bon, ben, ça va passer. D'ailleurs, il les a signés, ça va passer. Regardez le traité là, entre le Canada et l'Union européenne, le CETA. C'est une horreur, le CETA. Enfin, bon, vous connaissez le truc. Enfin, en tout cas, intéressez-vous à ça. Vous imaginez que dans ce traité, par exemple, enfin, les multinationales, et je vais vous donner un exemple concret. Les multinationales peuvent poursuivre un État devant des tribunaux arbitraux parce que ces pays ont pris des mesures sociales qui les empêchent de travailler. Enfin, par exemple, l'Équateur, il a empêché une multinationale de forer dans une zone naturelle qu'il veut sauvegarder. Ben, il est poursuivi et la multinationale demande des dommages et intérêts qu'elle obtiendra probablement. Un autre pays sud-américain dont j'ai oublié le nom, il a pris des mesures contre le tabac. Philip Morris le poursuit parce que c'est un manque à gagner. Donc le CETA, enfin, c'est l'horreur. Et pourtant, voilà, vous savez, on vous dit, nous sommes contre, et patati et patata, mais voilà, mais non, mais vous pouvez aller sur Facebook, mettre des vidéos, etc., etc. Mais le pouvoir, c'est très important pour le pouvoir de donner l'illusion qu'il y a une opposition. Bien sûr, le pouvoir aurait voulu que tout le monde dise oui, mais comme nous sommes dans une société ouverte, etc., enfin, évoluer, et des gens qui se rendent compte de l'opposition, et donc le pouvoir leur donne cette possibilité parce que ça permet d'asseoir, entre guillemets, la démocratie, le système de l'oligarchie. C'est quoi l'oligarchie? L'oligarchie, c'est le système, par exemple, aujourd'hui, c'est le système bancaire, c'est le système financier, c'est l'Union européenne, etc. On veut imposer ça. On veut détruire les services publics. D'ailleurs, on a commencé. On veut faire payer le moins d'impôts possible aux multinationales. Etc. Enfin, vous connaissez le programme du libéralisme. Mais seulement, il vient pas avec des mitraillettes en bas et on vous dit ferme ta gueule, sinon je te descends. Tu vas en prison. Non, pas du tout. On peut manifester, etc. Et l'État a besoin d'une opposition. Et au contraire, plus une opposition comme celle de Mélenchon est crédible et forte, et plus ça, c'est bon pour le pouvoir. Pourquoi? Par exemple, quel est l'intérêt d'avoir une opposition comme celle de Mélenchon? Parce que Mélenchon, il donne de l'espoir à des millions de gens. Vous savez, par exemple, le peuple se fait arnaquer à chaque élection. Qu'est-ce que ça veut dire se faire arnaquer? C'est-à-dire, il vote, et 6 mois après, il se dit, putain, on s'est fait avoir. On a élu Sarkozy, mais quel con on était, mais c'est pas possible. Mais enfin, c'est pas vrai. Bon. Et après, il y a Hollande. Et au bout de 6 mois, ils se disent, mais putain, mais qu'est-ce qu'on a fait, mais quelle connerie. Bon. Là, on a élu Macron. Et là, pendant 4 ans et demi, les gens vont se dire, mais putain, mais pourquoi on l'a élu, mais on a été con, etc. Alors, pour ne pas, vous savez, il y a une formule célèbre de Sartre qui disait pour ne pas désespérer Billancourt. Billancourt, c'était le lieu des grandes industries automobiles. Il avait dit ça en 47 ou 48. C'est quoi pour ne pas désespérer Billancourt? C'est-à-dire ne pas trop critiquer les communistes pour ne pas désespérer ses ouvriers, pour leur donner une envie de croire en quelque chose. Eh bien, pour ne pas désespérer le peuple, il faut que le peuple croie en quelque chose. C'est-à-dire, si les gens commencent à se dire « Ah non, ce système politique, nous, on va aller dans la dissidence, on va plus voter, c'est fini, on a compris une bonne fois pour toutes. »
Ça, c'est le plus grand danger pour le système. Donc, il faut que le système crée une opposition qui donne de l'espérance. Mélenchon donne de l'espérance. C'est-à-dire, il y a des millions de gens qui, au lieu d'aller vers des partis extrémistes, pas des partis, des associations de la dissidence, de la contestation, vers Étienne Chouard, vers Alain Soral, vers Michel Drac, vers tous ces opposants qui contestent le système, qui contestent les fondements du système. Donc, pour ne pas que ces millions de gens aillent dans la contestation radicale, on leur donne du Mélenchon. Et alors, des millions de gens vont se dire, en 2022, putain, on va les avoir. On va mettre Mélenchon. Et il y a 20% qui vont dire, on va mettre Front National. Donc, on ne peut pas convaincre 100%, mais on peut convaincre 2/3 de la population d'attendre. Voilà. En fait, ça permet d'attendre, de passer les 5 années, ça va être amer. Là, on va boire la coupe jusqu'à la lit. Il va y avoir le code du travail, il va y avoir les APL vont être diminués. Enfin bon, le programme de Macron, c'est le libéralisme, encore une dose de libéralisme. Mais il faut donner de l'espérance aux gens. Et c'est à ça que sert Mélenchon, c'est à ça que sert Marine Le Pen. Voilà. En dehors du fait qu'ils veulent eux aussi une part du gâteau, sinon le gâteau tout entier. Alors, il n'y a pas que des grands opposants. Le système invente aussi des petits opposants qui vont faire 1%, comme Asselineau. Vous savez, je me souviens, quand j'ai fait des vidéos avant les élections, beaucoup de gens me reprochaient de taper sur Asselineau. C'est pas de taper, mais de dire que Asselineau c'est un miroir aux alouettes. C'est-à-dire, c'est juste, le système l'utilise pour drainer 1% de souverainistes et les empêcher d'aller ailleurs. C'est ça qu'il faut comprendre. Je n'ai rien contre Asselineau, je n'ai rien contre ses idées, mais il n'a aucune chance. Il n'avait aucune chance et il n'aura aucune chance en 2022. Contrairement à ce que vous pouvez penser, et moi ça me fait mal au cœur de voir qu'il y a des milliers, il a cité aujourd'hui, il a dit, il a 28 000 adhérents. Moi j'ai connu des adhérents dans une ville de province, je les voyais travailler d'arrache-pied, c'était terrible. Et moi ça me fait mal au cœur de voir des gars et des jeunes femmes se dévouer pour du beurre, pour rien. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, vous savez, les élections, c'est pas le loto. Les gens se disent, ah, Asselineau, il va arriver peut-être au deuxième tour. C'est impossible. Bon, c'est pas le lieu d'analyser, mais c'est impossible. Et d'ailleurs, bon, c'est pas la peine de revenir sur, moi je sais, je me souviens des messages qui m'ont été adressés. Voilà, Asselineau, il va faire, d'ailleurs, posez-vous la question. Comment il fait pour avoir 500 signatures? Voilà, bon. Donc, c'est-à-dire que le système lui permet d'avoir les signatures, lui permet d'avoir un financement, pour donner l'illusion aux gens qu'il y a une possibilité. Voilà. Et en fait, il y aura, ça donne l'illusion d'un choix, mais en fait, ça sera toujours un candidat du système qui sera élu. Donc, il va y avoir un jeu, si, je vous assure, si vous voulez vous marrer, vous regardez BFM, etc., mais avec le truc que c'est un jeu, c'est une pièce de théâtre, c'est une comédie qui se joue, et je vous assure que vous allez vous marrer. Parce que c'est là où vous vous rendez compte comment ils vont. Vous savez, moi je me souviens, 8 mois avant la présidentielle,
Je discutais avec quelqu'un qui me disait, ouais, de toute façon, les gens, ils vont pas aller voter. Je lui dis, attends, tu vas voir, ils vont nous sortir les primaires, ils vont nous chauffer avec les programmes, et ils vont faire monter la sauce. Et c'est ce qui est arrivé. Et donc, c'est ce qui va arriver en 2022. Et en fait, c'est tout. L'essentiel, c'est que en 2022, il y aura un candidat du système. Si Macron échoue, c'est-à-dire s'il est vraiment impopulaire comme Hollande, on trouvera quelqu'un d'autre. Ne vous en faites pas. Le système, il a 5 ou 6 personnes dans son chapeau et il nous sortira. Et ne croyez pas que ça marchera pas. Les peuples marchent. Et c'est ça qui est extraordinaire. Les peuples, on a beau les arnaquer tous les 5 ans, ils reviennent. Et c'est là où j'ai envie où je vais en venir. Pourquoi? Pourquoi les peuples marchent? Et pourquoi les peuples n'ont pas de mémoire? Pourquoi le peuple français, les 70% qui ont voté Sarkozy, puis Hollande, puis Macron, pourquoi ils continuent à se faire avoir? Pourquoi? Ça, c'est une question intéressante. C'est parce que l'être humain est servile. Je suis désolé de le dire, mais l'être humain, c'est-à-dire le citoyen, il est servile, il a besoin d'un maître. Il accepte le fait d'avoir un maître. Il trouve normal qu'il ait un maître. Un maître, évidemment, le maître, il faut qu'il le caresse dans le sens du poil, un peu comme un bon chien, n'est-ce pas? Qu'il lui donne de temps en temps un petit sucre. Mais il a besoin d'un maître. Voilà. Et même s'il sait que ce maître, il ne le respecte pas, il chipe, etc., mais c'est comme ça. Et là, vous remarquerez les sociétés humaines organisées depuis 3000, 4000 ans. Pensez-y. Pensez aux sociétés égyptiennes avec les pharaons, c'était perses avec Alexandre le Grand, enfin, les Romains, les Grecs, les Wisigoths, enfin, toutes les sociétés humaines organisées étaient basées sur le même schéma. Je vais essayer de répondre sur les Catalans, enfin bon, étaient basées sur le même schéma. C'est-à-dire un chef, quel que soit son titre, une oligarchie et la masse qui obéit. Alors de temps en temps, évidemment, il y a des révolutions de palais, des coups d'État, etc. Mais on revient toujours au même schéma, c'est-à-dire un chef, une oligarchie et la masse. À ce propos, je ne sais pas si vous avez entendu parler du livre Spartacus de Arthur Koestler. Arthur Koestler est un écrivain génial. À chaque fois que j'ai l'occasion, je vous dis, lisez de bons romans, lisez de bons auteurs. Arthur Koestler a écrit 2 livres remarquables, entre autres. Il a écrit Le zéro et l'infini. Vous lisez ce livre et vous comprenez le système totalitaire soviétique de façon extraordinaire. C'est très bien écrit. Et il a écrit Spartacus, où il raconte la révolte des esclaves à Rome. En fait, c'est pas seulement la révolte des esclaves, mais c'est toute la réflexion sur la liberté. Voilà, une fois que des esclaves sont libres, comment ils vont s'organiser? Est-ce qu'ils vont reproduire les privilèges? Pourquoi les esclaves qui sont dans les autres villes ne les rejoignent pas alors qu'on leur offre la liberté? C'est vraiment une réflexion sur la liberté extraordinaire. Merci Sarah Benji, c'est Patrick de Végion qui a raconté l'anecdote sur Patrick Balkany et vous pouvez me croire, vous pouvez retrouver son livre qui avait obligé une assistante à lui faire une fellation avec un pistolet sur la tempe. Et donc voilà, et c'est vraiment une réflexion parce que c'est là où on se rend compte que on se pose des questions, est-ce que vraiment l'être humain peut être libre? Il a envie d'être libre.
où il a besoin, ou bien, moi je pense sincèrement que la nature a créé l'humain en deux catégories, entre autres, il y a d'autres catégories, bons, généreux, machin, etc. Mais il y a des gens qui sont nés pour commander. Malheureusement, enfin, c'est un fait. Il y a des gens qui naissent avec euh, qui naissent avec beaucoup d'intelligence, d'instinct de domination, etc. Enfin, bon, un chef, ça se reconnaît aussi. Il y a des gens qui sont nés pour être nobles. Regardez la noblesse de cour. Ils avaient quelque chose qui passait par l'héritage, certes, mais il y avait quelque chose qui était dispensé par la nature. Et donc, j'aimerais finir avec deux citations. Je vous invite aussi de temps en temps à vous mettre sur YouTube et à aller voir de la Boétie qui a écrit La servitude volontaire. Il a écrit ça en 1488, je crois, ou en 1588, enfin quelque chose comme ça. Je crois que c'était 1580. Bon. Imaginez que c'est un gars de 18 ans qui a écrit ça. C'est extraordinaire. Il avait tout compris. Vous savez, c'est pas nouveau ce que je dis, ce qu'on dit, etc. C'est pas nouveau, c'est vieux comme le monde. Et si vous lisez Spartacus, c'est vieux comme le monde, cette histoire de liberté, etc. Juste ce qu'il dit, voilà. Pour le moment, je voudrais seulement comprendre comment il se peut que tant d'hommes, tant de bourgs, tant de villes, tant de nations supportent quelquefois un tyran seul qui n'a de puissance que celle qu'il lui donne, qui n'a pouvoir de leur nuire qu'autant qu'ils veulent bien l'endurer. Telle est pourtant la faiblesse des hommes. Contraints à l'obéissance, obligés de temporiser, ils ne peuvent pas être toujours les plus forts. Et puis il y a un écrivain que j'aimerais que vous connaissiez, Octave Mirbeau. Octave Mirbeau a écrit Journal d'une femme de chambre. Voilà un livre à lire, il est sur YouTube, vous branchez sur YouTube, on vous le lit, et là vous découvrez 1880, et là vous découvrez ce qu'était la bourgeoisie de province, l'hypocrisie bourgeoise, le rapport du faux fric, la soumission des boniches aux maîtres. C'est hallucinant. Bon. Octave Mirbeau a écrit Journal d'une femme de chambre, dont il y a un film avec Jeanne Moreau qui est magnifique. Et il a écrit une pièce de théâtre, entre autres, qui s'appelle Les affaires sont les affaires. Donc, si vous avez l'occasion, c'est jouissif. Et lui, il était contre le système électoral. Et en 1888, il avait écrit La grève des électeurs, 1888, il y a 150 ans. Et pourtant, ça continue. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, il a écrit ceci. Les moutons vont à l'abattoir, ils ne disent rien, eux, et ils n'espèrent rien. Mais du moins, ils ne votent pas pour le boucher qui les tuera, et pour le bourgeois qui les mangera. Plus bêtes que les bêtes, plus moutonniers que les moutons, l'électeur nomme son boucher et choisit son bourgeois. Il a fait des révolutions pour conquérir ce droit. C'est terrible quand même. Et il continue. Eh bien, mon brave électeur, normand ou gascon, picard ou cévenol, basque ou breton, si tu avais une lueur de raison dans ta cervelle, si tu n'étais pas l'immortel abruti que tu es, le jour où les mendiants, les estropiés, les monstres électoraux viendront sur ton passage coutumier étaler leurs plaies et tendre leurs sébiles. Ce jour-là, tu t'en irais tranquillement pêcher à la ligne, ou dormir sous les saules, ou trouver les filles derrière les meules, ou jouer aux boules, et tu les laisserais tes hideux sujets se battre entre eux, se dévorer, se tuer. Ce jour-là, vois-tu, tu pourrais te vanter d'avoir accompli le seul acte politique et la première bonne action de ta vie. Et j'ai envie de finir avec, je sais pas, vous connaissez, vous savez, la chanson française était magnifique dans les années 50 et 60. Et il y avait un chanteur qui s'appelle Jacques Dutronc. Alors Jacques Dutronc, il passe un peu pour un chanteur yéyé, léger, frivole. Mais en fait,
Bon, il disait des choses assez profondes, mais de façon, c'est vrai, frivole. Et vous savez qui lui écrivait ces textes? C'était un certain Jacques Lanzmann. Alors, ne pas confondre avec son frère, Claude Lanzmann, qui a fait Shoah, qui était obsédé par la Shoah, etc. Jacques Lanzmann, il n'était pas du tout comme ça. C'était un grand écrivain, un grand voyageur. Et qui, je sais pas, il s'amusait peut-être à lui écrire des chansons. Et il y a une chanson qui s'appelle L'Opportuniste. Donc, vous allez sur YouTube, vous tapez Jacques Dutronc, L'Opportuniste, et vous allez voir, alors Jacques Dutronc, il dit, donc ça date des années 60, il dit, je suis communiste, je suis socialiste, je suis ceci, je suis cela, et le refrain célèbre, où il dit, moi, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Donc voilà, je voulais un peu vous entretenir un peu de sérieux, et en même temps vous faire marrer, enfin j'espère, et vous dire surtout, mettez votre énergie dans la culture, dans le bonheur, dans lire de bons bouquins, voir de bons films, vous balader, et méfiez-vous des hommes politiques comme de la peste. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je regrette de ne pas avoir pu répondre à des questions plus précises. Je referai une autre fois. Parce que vous savez, quand j'ai un thème, c'est très difficile de faire des digressions, parce que sinon, ça risque de nous mener loin. Donc voilà. Donc, à la prochaine. Merci de votre attention. Merci de votre amitié. Et à bientôt.